vous voyez l'équivalent, mais là on ne peut pas le faire de toute façon, puisque l'Algérie est indépendante. Ça serait quelque chose qui pourrait se faire si c'était l'Algérie française qui serait restée, et qui aurait que le drapeau français, et on mettrait aussi un drapeau autochtone. Ça serait l'équivalent. Mais donc, on n'est pas du tout dans le même cadre, hein, parce qu'il n'y a pas une volonté de destruction, il y a au contraire une volonté de construction. Et cette volonté de construction, elle peut être faite aussi en ayant des crimes locaux, etc., pour imposer une loi, etc., mais pas dans le but d'éliminer une population, puisque au contraire, et on va le voir avec le phénomène pied noir, vous allez voir un ensemble avec le sabir, avec le patawet, on utilise les mêmes expressions, on se définit comme tel, et on va avoir un ensemble de personnes qui vont parler différentes langues en utilisant les mêmes. Ça veut dire quoi, ça? C'est un phénomène de symbiose, on l'observe jamais dans les génocides. Vous n'allez pas avoir des gens qui sont des génocideurs qui vont commencer à parler la langue du génocidé, parce qu'ils veulent l'effacer. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide. Non, c'est très bien. En fait, c'était pour éviter que j'utilise le terme à tort, en fait. Voilà, mais pas de problème. Et donc, bon, je vous remercie. Par contre, il faut quand même s'intéresser à une chose. Attendez, monsieur, on va vous apporter le micro pour que tout le monde entende. Juste un instant. C'était juste une insiste. Oui, ça arrive. Merci. C'est vrai qu'on ne peut absolument pas parler de génocide, mais par contre, bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé en Arménie vis-à-vis des Ottomans. Ils ont colonisé l'Arménie et ils ont cru en population, ils ont converti des Arméniens et ils ont évacué les Arméniens après. Donc si la France était restée encore 500 ans en Algérie, c'est peut-être ce qu'elle aurait fait. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire à ce monsieur, c'est que c'est vrai que la France ne reconnaissait pas les Algériens autochtones comme des citoyens. C'est-à-dire Français. Non, ils étaient considérés comme français, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les Français. Bien sûr, mais ça, cette problématique est complètement générale, ça existe dans énormément de situations, mais ce n'est pas du tout des problématiques de type génocidaire. Non, c'est pas une problématique génocidaire, mais on fait une distinction entre les hommes. Bien sûr, mais c'est pour ça comme en Turquie, les Ottomans faisaient une distinction entre le citoyen ottoman et l'arménien. Non, attention. Non, votre dernière mise au point n'est pas correcte. Quand on parle de problème de l'invasion, en fait, dans le cadre du système ottoman, en fait, on a un processus de racisme qui est mis en place et de catégories. La plupart des gens sont très bien au courant, par exemple, de l'étoile jaune que mettaient les nazis. Mais ils ne savent pas que dans l'Empire ottoman, ils mettaient 4 couleurs. Pourtant, il y avait 4 couleurs. Et les Arméniens n'en avaient qu'une des 4. Et en fait, on avait ce système de 4 couleurs. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y avait des mariages, ces couleurs contaminaient. Et oui, c'est un processus de racisme bien avant même le système nazi. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, certains d'entre vous, les terminaisons de nom ne sont pas dues à ce que vous pensez. Elles sont dues à une catégorisation qui permet au système de classer dans quelle catégorie vous êtes. Donc c'est assez surprenant parce que les gens qui ne le savent pas sont très fiers de s'appeler comme ça et ils ne réalisent pas que leur nom a été maltraité pour pouvoir être dans une même catégorie. Or, ça c'est vraiment un processus préparatoire des phases de Stanton, à savoir que ce n'est pas vraiment la même catégorie, ça ne compte pas autant que nous. Et il ne faut surtout pas faire de mélange. Si on fait un mélange, le mélange est contaminant, donc en fait c'est enlevé. Et en fait vous allez avoir un processus, il y a une table, hein, il y a même une table qui vous permet de voir, et ils mettaient même d'autres catégories, comme l'ont fait exactement les nazis. Donc vous avez des gens qui étaient d'une certaine catégorie, et quand ils étaient de 2 catégories, c'était encore pire leur couleur, parce qu'ils avaient un double. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il n'y a même pas d'analogie à ce niveau-là. C'est simplement que dans ce système-là, même de la reconversion, il y a aussi, là non plus, il n'y a pas d'analogie. À savoir, c'est que l'autre refuse l'existence même de l'autre, et pas que simplement y vive. C'est bien plus profond. Ça veut dire qu'en fait, je dénature. En gros, c'est ce qu'on appelle une terra nullius. On considère qu'elle était sans maître. Or, c'est faux, puisque le droit international nous permet de dire qu'à partir du moment où il y avait des populations locales, elles existaient, elles avaient un statut, on ne peut pas simplement s'en emparer.
Donc là, la différence fondamentale, c'est qu'il y a une différence entre un processus de colonisation qui recherche un territoire et un processus d'extermination qui ne recherche pas le territoire, qui est déjà, simplement, il veut être pur. C'est complètement différent. D'ailleurs, je vous rappelle que le mot turc signifie fort. Parce que c'était le seul moyen de réunir 32 races différentes. Donc, en les réunissant ensemble, il fallait les appeler d'une certaine manière. Donc, c'était les forts. Les autres, c'était tous les faibles. Donc, nous sommes fiers d'être forts. C'est ça la phrase. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Mais, rappelez-vous tous, hein, que le concept même de stratégie, c'est l'élaboration intellectuelle du faible pour lutter contre le fort et vaincre. Y a-t-il une dernière question? Non. Alors peut-être pour conclure, moi j'aurais une dernière petite question, professeur. Nous avons une question. Je voulais juste poser une question. On parle de pureté de race. C'est une utopie? Non, c'est une erreur. Vous voyez, parce qu'une utopie n'est pas forcément une erreur. C'est quelque chose qu'à une époque, on pense que c'est faisable. Mais là, c'est carrément une erreur. Parce que si vous regardez l'ensemble des processus génétiques, quand vous regardez que si vous remontez à 10 générations, vous êtes responsable de, justement, de 2 à l'exposant 10, donc ça fait 1024 personnes, vous allez vous recouvrir. Finalement, on a énormément de croisements entre nous. Et donc la notion de pureté de race, ce n'est pas même une utopie, c'est même pas un idéal, c'est une erreur qui est fabriquée, qui est conçue en tant qu'erreur, ils le savent, mais dans le but d'éliminer les autres. Donc en fait, on va parler de pureté pour dire que les autres sont impurs. Donc en réalité, si je vous disais par exemple que l'objectif, c'est l'élimination des impurs, vous me direz, ben, ça c'est un objectif. Eh oui, ça c'est un objectif. Mais vous le présentez à l'envers, donc c'est une erreur, en disant que c'est la pureté. Donc de toute façon, et puis allons un peu plus loin, la pureté totale et absolue de la race, c'est très simple. Ça s'appelle le crétinisme. Et oui. Parce qu'on a une dégénération. Voilà. Donc la dégénérescence de ce principe, justement, c'est ce qui va conclure. L'humanité a beaucoup travaillé là-dessus, en disant que quand on est dans un village, c'est bien de se marier avec une femme du village d'à côté. Parce que tous les gens qui ont été... même le mot même crétinisme provient de ça, c'est que quand les populations sont isolées, eh bien justement, on arrive à une sorte de pureté de la race, mais avant qu'elle aboutisse, c'est pour ça que je vous dis que c'est une erreur, même génétique, avant qu'elle aboutisse, elle dégénère. C'est incroyable, c'est des gens qui partent, c'est la vérité, quoi. Ben, ils sont peut-être dans cette catégorie dès le départ. Bien, pour finir cette conférence, une dernière question pour revenir à Lemkin et la création du mot génocide, qui a contribué à écrire la charte de prévention des crimes de génocide de l'ONU. Certains, par ironie, disent que cette charte sert plus comme un mode d'emploi plutôt qu'un outil pour prévenir. Alors moi, je voulais un petit peu avoir votre avis, puisque après le génocide des Arméniens, celui des Juifs, il y a eu bien entendu celui des Cambodgiens, des Ukrainiens, beaucoup d'autres. Pourquoi les nations n'arrivent pas à appliquer cette charte et à éviter d'autres génocides? En fait, elles les appliquent, mais on a toujours cette différence. C'est que les génocideurs sont dans le cadre de la géopolitique, les génocidés sont dans le cadre des droits de l'homme. Donc, ils ont toujours un temps de retard. Et comme je vous disais tout à l'heure que les génocideurs apprennent à partir d'autres génocideurs, ce n'est que récemment qu'on a commencé à apprendre en tant que génocidés. Maintenant, les génocidés apprennent d'autres génocidés des stratégies de reconnaissance. Donc en fait, on s'est mis maintenant dans un cadre plus uni,
on se met ensemble, par exemple, et c'est ce que vous avez fait même à Valence, on ne se met pas simplement dans un ghetto. On ne dit pas on va s'occuper que de nous, on va s'occuper aussi des autres. Quel est l'avantage de s'occuper des autres? Eh bien, c'est que si tout le monde s'occupe des autres, les autres s'occupent aussi de nous. Et donc, c'est beaucoup plus perspicace. Dans quel sens? D'abord, c'est plus robuste. Parce que si vous occupez que vous de vous, eh bien, dès qu'on vous élimine, plus personne ne s'occupe de vous. Alors que si vous aidez les autres et que les autres vous aident, donc on est dans le cadre de processus d'entraide, eh bien là, on le voit, sur le plan stratégique, sur le plan juridique, les victimes s'organisent, par exemple comme on fait par organisation à l'association, mais là, quand on essaye par exemple de faire des reconnaissances, je vais vous donner un exemple très clair, dans l'Australie, elle a 6 morceaux, dans 2 des morceaux, on a eu des reconnaissances du génocide des Arméniens, des Assyriens et des Grecs, alors qu'en fait, au départ, on avait essayé d'avoir, plus anciennement, une reconnaissance du génocide des Grecs seulement, parce qu'ils étaient plus nombreux, hein, que souvent les gens pensent que c'est la masse qui compte. Et c'est faux, c'est l'efficacité. Et quand ils se sont mis à 3, l'Australie l'a reconnu. Donc ce qu'on voit maintenant, à partir de 2006, on a eu la reconnaissance de ces 3 génocides au niveau de la structure européenne en tant que crime contre l'humanité. On a obtenu aussi la même chose avec la Suède. Et maintenant, vous reconnaissez qu'on a des nouvelles reconnaissances qui sont des reconnaissances multiples. C'est-à-dire qu'en fait, on peut reconnaître simultanément 2 ou 3 génocides. Ce qui veut dire, c'est qu'en amont, les génocidés se sont mis ensemble pour s'organiser, pour dire, écoute, toi tu parleras des Grecs, moi je parlerai des Arméniens. Et en allant ensemble, l'autre entend que, on est d'accord sur tous les points, on a déjà travaillé, on connaît les choses. Parce que je donnais un exemple très concret dans une conférence, je leur disais par exemple, imaginez que vous soyez assyrien, et vous étiez dans cet immeuble. Vous allez me dire, un Syrien, il y en a plein qui ne savent même pas ce que c'est. Bon, je rigole. Il y avait un Arménien dans cet immeuble. L'Arménien, il a réussi à montrer qu'ils ont été tous exterminés. C'est très simple. Vous allez au tribunal et vous dites, j'habitais dans le même immeuble. Pas besoin de refaire toute la chose, c'est vous utilisez ce qui a été fait. Donc en fait, quand on a par exemple le même génocideur pour différents génocidés, quand ils se mettent ensemble, ils arrivent à obtenir des résultats bien plus efficaces. Et ça, ces premiers changements, on les a eus à partir de 2006. Donc en fait, on peut dire simplement, depuis une dizaine d'années, qu'on commence à réaliser que si on se met ensemble, et qu'on obtient ce qu'on appelle un mix stratégique, c'est-à-dire dans un mix stratégique, on n'a pas tous le même but, mais les buts sont convergents. Donc en ayant un but convergent, on arrive à avoir un résultat qui est bien plus efficace que des buts qui sont séparés, alternatifs et indépendants. Donc l'union fait la force, ça marche aussi pour les victimes de génocide. Voilà, l'union fait la force. Nous restons sur cette conclusion du professeur Ligeros. Si vous souhaitez vous rapprocher pour échanger quelques mots avec lui, il est bien entendu à votre disposition. Merci pour votre présence. Bonne soirée, à bientôt.